Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une ce jeudi, bientôt la fin de la déclaration de revenus. Gérald Darmanin l'annonce devant des étudiants et l'entourage du ministre à Bercy confirme que c'est une piste envisageable. Quel changement en vue? Nous le verrons. Dans l'affaire Benalla, le Sénat saisit la justice et il inclut dans la procédure 3 proches du président, dont son directeur de cabinet. C'est un acte fort. Emmanuel Macron est-il affaibli? Comment réagit l'Élysée? Jeff Wittenberg nous le dira. Attention aux arguments santé mis en avant sur certains produits de notre quotidien. Tisane, détox, biscuits, minceurs, boissons anti-stress. L'association Foodwatch révèle que 2000 de ces promesses sont utilisées par les industriels alors qu'elles sont en attente de certification. Dans votre 13h, quand le réseau Internet rame à la campagne, l'UFC Que Choisir publie sa dernière enquête. Conclusion, dans les villages de moins de 1000 habitants, une personne sur 2 a un mauvais débit. Quels recours sont possibles? Florence Griffon sera avec nous. Enfin, alors que l'exposition événement Toutankhamon s'ouvrira samedi à Paris, déjà 130 000 billets prévendus, on s'arrêtera sur l'égyptomania en France. Nous sommes fascinés par les pyramides, les pharaons et ce, depuis toujours. Mais d'abord, comment réagiriez-vous si l'on vous demandait de payer une amende de 368 € pour un emballage jeté dans la rue? À Laigneville, dans l'Oise, c'est ce qui vient d'arriver à un automobiliste. Il faut dire que la ville est en guerre depuis des années contre les déchets sur la voie publique. Et sa politique porte ses fruits. Ambrine Dida, Anne-Charlotte Inet et Lou Cricorian se sont rendus sur place. À Laigneville, ne jetez surtout pas vos emballages dans la rue. Début mars, un automobiliste s'est vu infliger 68 € d'amende et 300 € de frais d'enlèvement pour s'être débarrassé de ce sac de fast-food sur la voie publique. Juste à l'angle là-bas, j'avais mes policiers qui étaient déjà sur une autre affaire, donc ils n'ont pas pu intervenir dans la minute. Mais ils l'ont vu. Bah oui, ils ont noté l'heure, ils ont noté le véhicule et donc ils ont pu le verbaliser grâce à ça. Une tolérance zéro pour dissuader les mauvais comportements. Le but, c'est que ce soit impactant. Le but, c'est que ça puisse avoir suffisamment d'effet pour que vraiment ce soit pédagogique. Une démarche diversement appréciée par les habitants. On travaille, on ne gagne pas beaucoup. Donc si après on met des amendes de 300 € pour une canette, ça vient trop. L'environnement, il faut quand même le protéger. Comme tout le monde dit, on n'a pas de deuxième planète, on n'en a qu'une. Lutter contre les déchets, mais aussi contre les dépôts sauvages, un gouffre financier pour les communes. En moyenne, 59 210 € par an aux collectivités, soit 4,70 € par habitant. Pour contrer ce fléau, depuis des années, le maire de Laigneville mène des actions coup de poing. On a un nom, un prénom, une ville. Au bord des routes, en forêt, il se rend avec ses équipes sur le terrain pour identifier les fauteurs de troubles. À l'époque, sa stratégie, c'était le retour à l'envoyeur. Déverser les déchets directement chez leurs propriétaires. Des opérations qui ont porté leurs fruits. 100 dépôts en 2014, 7 en 2018. Les auteurs de dépôts sauvages risquent jusqu'à 75 000 € d'amende et une peine de 2 ans d'emprisonnement. Dans l'actualité également, cherche-t-on à nous préparer à une nouvelle révolution fiscale après la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source? Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, vient d'annoncer devant des étudiants qu'il proposera sûrement l'an prochain de mettre fin à la traditionnelle déclaration de revenus. Nous n'aurions plus besoin de la remplir. Alors pourquoi? Est-ce souhaité, souhaitable? La déclaration de revenus peut-elle vraiment disparaître? Les réponses avec Justine Veil, Laurence Decherf et Nicolas Houer. C'est un geste que vous ne ferez peut-être plus. Remplir votre déclaration de revenus sur papier ou Internet. Un rituel chaque printemps que le ministre des Finances publiques projette de supprimer. Il l'a dit devant des étudiants qui l'ont relayé sur les réseaux sociaux. L'année prochaine, j'annoncerai sûrement qu'on mettra fin à la déclaration d'impôt. Bercy confirme que le projet est dans les cartons, car depuis la mise en place du prélèvement à la source, l'administration fiscale connaît déjà les revenus de la plupart des contribuables. Alors, la suppression de la déclaration, fin d'une corvée ou source d'inquiétude? Oui, ça nous déchargerait déjà de pas mal de charges administratives. Pour l'instant, le prélèvement à la source a l'air de bien fonctionner, c'est bien mis en place. Si demain, l'étape suivante, c'est effectivement on ne fait plus rien et tout est fait en direct, pourquoi pas? Il faudrait voir dans quelles conditions c'est fait, mais bon, ça m'inquiétera un peu. Est-ce que dans ces cas, il n'y aurait pas non plus je dirais parfois des décalages ou des erreurs éventuelles entre les différents impôts qu'on a payés, entre le revenu, le foncier, les taxes d'habitation, donc à voir.
Cette mesure serait-elle facilement applicable? Oui, pour les salariés et les retraités, mais non pour les travailleurs indépendants. Et quid des crédits d'impôt? On envisage la fin de la déclaration de revenus. Il me semble difficile d'envisager la fin de la déclaration de charges. Par exemple, vos enfants à charge, les pensions alimentaires que vous versez, ou le fait que vous bénéficiez des services d'employés à domicile, par exemple, ou toutes les dépenses qui ouvrent droit à réduction d'impôt, des investissements, ou une autre grosse catégorie, les dons que vous faites aux associations, par exemple. En attendant, déclarer vos revenus sera obligatoire cette année, entre mi-avril et juin. On en vient à cette information de la matinée. Dans l'affaire Benalla, c'est un acte fort sur le plan politique. Le Sénat décide de saisir la justice sur le cas de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et aussi sur 3 proches du président, dont son directeur de cabinet. C'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui empoisonne l'Élysée depuis des mois. Pourquoi ce rebondissement? Comment réagit la classe politique? Guillaume Daré, Caroline Motte et Violaine Vermogo. La décision était extrêmement attendue. Le bureau du Sénat a tranché. La bonne décision a été prise de transmettre au procureur de la République de Paris les cas pour omission, faux témoignage, suspicion de faux témoignage pour l'ensemble des personnes impliquées dans la commission d'enquête. Les 5 protagonistes sont concernés. Ce n'est pas une surprise pour Alexandre Benalla et Vincent Crase. En revanche, le Sénat frappe fort en transmettant également à la justice les cas des 3 hauts responsables de l'Élysée. Lionel Lavergne, chef de groupe de la sécurité de la présidence, Patrick Stroda, directeur de cabinet, et Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée et plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. La République en marche dénonce une instrumentalisation politique. Aujourd'hui, c'est une opposition politique-politicienne qui vise, à salir l'honneur de hauts fonctionnaires dont la probité est reconnue sans éléments factuels. C'est ça qui aujourd'hui me pose problème dans cette Assemblée. À l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche et de droite se réjouit en revanche de cette décision. C'est gênant pour le président Macron, sûrement, parce que c'est quand même, du coup, ça devient une véritable affaire d'État. Si encore la vérité avait été dite au départ, on aurait pu dire faute avouée à demi pardonnée, mais là, ça n'a même pas été le cas. On a essayé de tromper les gens. Voilà. Donc oui, je pense que M. Macron, sur toutes ces affaires, est quand même largement concerné. Au-delà de la question judiciaire, la bataille politique entre l'Élysée et le Sénat va donc se poursuivre. Vous voyez, pour comprendre ce qui est en train de se jouer, on s'arrête sur ces 3 hommes du président qui se retrouvent donc dans la tourmente. Qui sont-ils? Que leur reprochent précisément les sénateurs? Diane Schlinger. Ils sont parmi les plus proches du président. La justice va désormais se pencher sur leur cas. Celui envers qui le Sénat est le plus sévère, c'est lui, Patrick Stroda. À 67 ans, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron est chargé de l'administratif. C'est lui qui a donné l'autorisation à Alexandre Benalla d'aller à la manifestation du 1er mai et qui a décidé sa sanction. Il est soupçonné de faux témoignages, d'avoir menti sur la prise en charge de l'affaire Benalla à l'Élysée et sur la question du port d'armes. Donc son permis de port d'armes était exclusivement destiné à lui permettre de porter une arme pour les déplacements privés. Ce n'était pas précisé dans l'autorisation. Et d'ailleurs, je ne sais pas si il a été amené à porter une arme dans les déplacements privés. Les auditions de 2 autres personnages clés vont être simplement transmises à la justice. Alexis Collère, l'homme de confiance, secrétaire général de l'Élysée. À 46 ans, il est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron depuis des années. Le général Lionel Lavergne, 50 ans, commande le groupe de sécurité de la présidence de la République. Dans leur rapport, les sénateurs les accusent d'incohérence, de contradiction, d'omission sur la mission exacte d'Alexandre Benalla notamment. Ils affirmaient: en revanche, il n'assure pas la sécurité du président. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Selon les documents recueillis par les sénateurs, ce n'est pas cohérent. Alexandre Benalla avait bien un rôle majeur dans la sécurité du président. La justice est maintenant saisie. Elle va devoir décider s'il y a eu, lors de ces auditions sous serment, faux témoignage, un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et pour voir maintenant comment réagit l'Élysée, on vous retrouve Jeff Wittenberg. Des proches du président sont donc visés dans cette affaire Benalla qui pollue le quinquennat d'Emmanuel Macron depuis cet été. On peut dire que le chef de l'État est encore plus affaibli, encore plus en difficulté ?
Ce qu'on peut dire, Marie-Sophie, en tout cas, c'est qu'il n'y a à ce stade aucune réaction officielle de l'Élysée, ce qui n'a pas empêché, je peux vous dire, les conseillers du président d'éplucher dans le détail les conclusions prises par le Sénat ce matin. Mais pour l'instant, pas de réaction officielle. En revanche, il y a une réaction qui est notable et qu'évidemment on va remarquer, c'est celle de Stanislas Guerini, le patron de la République En Marche, qui est évidemment un proche du pouvoir et qui parle, lui, de procès politique de la part du Sénat. Les mots sont très forts et en fait, ils reflètent ce qu'on pense aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis que les auditions sur l'affaire Benalla ont commencé. On estime que le Sénat a outrepassé son rôle, qu'il n'a pas respecté la séparation des pouvoirs et qu'il fait effectivement dans cette affaire de la politique. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron est affaibli? En tout cas, avec cette décision, il est clairement visé avec ses 3 collaborateurs. Merci Dia Wittenberg pour ces premières réactions donc du côté de la majorité. À l'étranger, maintenant en Italie, un terrible drame a été évité de justesse. 51 collégiens ont été pris en otage dans un bus par leur chauffeur. Ils ont été ligotés, l'homme a mis le feu au véhicule. D'origine sénégalaise, il voulait dénoncer le sort des migrants africains morts en mer Méditerranée. Alban Mikosi avec Laura Tossiti. En quelques minutes, les flammes ont dévoré l'autobus. Le conducteur venait d'y mettre volontairement le feu. À ce moment-là, miraculeusement, le véhicule est vide. Car quelques instants plus tôt, les enfants ont pu s'enfuir sous la protection des policiers. L'un des élèves avait pu appeler les secours avec son téléphone portable. Ça faisait très peur. Il a vidé des bidons d'essence sous les sièges. Il nous a fait ligoter, puis il a confisqué nos téléphones portables pour nous empêcher d'appeler la police. Mais celui d'un copain est tombé par terre. Alors je me suis détachée discrètement. Je me suis même fait un peu mal au poignet, mais j'ai pu appeler la police. Hier après-midi, les élèves rentraient d'un cours de sport. Le conducteur a détourné le bus vers l'autoroute, obligé les professeurs à ligoter les enfants sous la menace d'une arme et annoncer que personne n'en sortirait vivant. Pour ralentir la course du bus, les policiers l'ont encerclé avec leur voiture et bloqué sa course. Au final, 12 jeunes et 2 professeurs ont été blessés dans la panique, mais dans la soirée, tous ont pu retrouver leur famille. J'ai juste vu ma fille. Elle est un peu secouée par la situation, mais elle va bien, comme tous les autres enfants. L'auteur des faits a été arrêté et conduit en garde à vue. Oussenoussi a 46 ans. C'est un citoyen italien d'origine sénégalaise. Il revendique cette attaque comme un geste de protestation contre la politique italienne envers les migrants. Devant les enquêteurs, il a parlé de la situation des 49 Africains débarqués mardi soir à Lampedusa et de la mise sous séquestre du bateau humanitaire qui les a transportés. Le parquet de Milan vient de le mettre en examen pour tentative d'homicide avec mobile terroriste. L'homme est désormais en prison. Et en direct de Rome, nous attend Alban Mikosi. Alban, on sait que la question des migrants est un sujet très sensible et polémique en Italie. Ce drame est depuis récupéré par les politiques. Oui, évidemment. Et Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, vient par exemple de déclarer qu'il faudrait des sanctions exemplaires pour cet homme et qu'il était même prêt à faire étudier le fait de le déchoir de la nationalité italienne. Alors l'opposition de gauche, elle préfère saluer le courage des enseignants et puis leur sens pratique parce que, comme on l'a dit dans le sujet, ils ont été obligés de ligoter les enfants. Oui, mais ils les ont faussement ligotés en vérité. Ils ont fait plutôt semblant de leur attacher les mains et les jambes. Et c'est comme ça que les enfants ont pu sortir aussi rapidement. Voilà pourquoi l'opposition, pour le moment, préfère saluer le courage et la présence d'esprit des enseignants. Merci Alban Mikosi en direct de Rome. Revenons en France où l'on reparle aujourd'hui des dégâts causés par la tempête de 2009. Ce jeudi, c'est la journée internationale des forêts. 10 ans après cette catastrophe, comment la région des Landes s'en est-elle relevée? Malgré de nouvelles et très nombreuses plantations, il y a toujours une pénurie de bois. Sur place, David Bazier et Patrick Verstern. 250 millions d'arbres replantés en seulement 10 ans. Après avoir été dévastée en 2009 par la terrible tempête Klaus, la forêt des Landes est en pleine renaissance. À Ichoux, 50% des pins maritimes avaient disparu. La replantation vient de s'achever. Nous nous trouvons sur la dernière parcelle qui fait partie de la tempête Klaus et qui a été reboisée. Ça, c'est un tout jeune pin. Il a un an et ça a été fait en 2018. 1,50 m plus loin, vous en avez un autre. Et tous les 1,50 m, vous en avez un.
Il y a eu des aides, c'est vrai. Heureusement, sans aide, ce n'était pas possible. Hein. Mais c'est un véritable exploit qu'en si peu de temps, ce soit fait. Mais cette forêt est encore bien trop jeune pour être exploitée par l'industrie du pain maritime. L'approvisionnement des usines du massif forestier devient plus difficile. Sur une consommation de 6 millions de mètres cubes, il en manque chaque année 400 000. Donc ici c'est le déchargement des grumes, c'est ce qu'on appelle le parc à grumes. Donc en fait on reçoit des arbres de la forêt. Sur un site comme celui de Léon, il nous faut à peu près 500 tonnes de bois par jour. Dans cette scierie près de Dax, le chef d'entreprise a parfois recours à des bois venus d'autres régions françaises et même d'Espagne. C'est vrai qu'actuellement, on essaye aussi de regarder ce qui peut se passer sur d'autres essences. Donc on a des compléments d'approvisionnement en Douglas, en pain Laricio, en peuplier. Donc voilà, on a aussi d'autres compléments de ressources parce qu'il faut bien alimenter l'outil chaque jour, quoi. C'est une période qui est difficile en termes d'approvisionnement de bois d'œuvre pour des entreprises comme la nôtre. Mais le massif forestier des Landes de Gascogne possède aussi des bois inexploités, 30 millions de mètres cubes. Souvent, de petits propriétaires qui considèrent leur forêt comme un patrimoine auquel ils ne touchent pas. Sur cette parcelle, le syndicat des sylviculteurs a convaincu la propriétaire, une retraitée, d'entreprendre une coupe rase. Notre travail aujourd'hui, c'est d'aller les voir, de les mobiliser pour qu'ils mettent ces bois en marché, de façon à alimenter l'industrie locale et à repartir à nouveau sur un cycle de production en replantant la parcelle après pour pouvoir à nouveau produire du bois. En 2025, cette situation de relative pénurie risque de s'inverser car l'énorme quantité d'arbres plantés après les tempêtes de 1999 et de 2009 commencera à être coupée. Concernant votre santé, Foodwatch monte au créneau sur toutes ces promesses faites par des industriels sur des produits soi-disant miracles. Des tisanes minceur, des biscuits vitalité. Ces arguments de vente sont-ils validés scientifiquement? Non, répond l'association. En tout cas, pas tous. 2000 sont en attente de certification et pourtant utilisés. Voyez ce reportage d'Élise Joseph et Stéphane Martin. Ces allégations santé, on les trouve sur les aliments du quotidien, mais également sur les thés, les infusions et les compléments alimentaires. Un argument de vente très efficace pour les industriels. Le marché pèserait 2 milliards d'euros. Mais ces promesses sont-elles crédibles et validées officiellement? Pour quelques-unes d'entre elles, il n'y a pas de doute à avoir. Cette PME à Grenoble est spécialisée dans le konjac. Cette fameuse plante aux effets minceurs, une racine qui pousse en Asie et avec laquelle est créé ici un pain minceur. On a un pain de mie qui est en cours de développement, donc ça ce sont des prototypes. Et puis on a également un wrap qui peut se rouler, qui peut passer au four comme une pâte à pizza et qui ne fait que 38 calories par portion. Une pâte à pizza normale, ça fait à peu près 300 calories. Pour avoir l'autorisation officielle de promettre une perte de poids, il faut qu'un dossier constitué d'études scientifiques soit examiné par l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire européenne. Elle en accepte 1 sur 10. Puis c'est à la Commission européenne de délivrer le précieux sésame. Tout ce parcours, le konjac et son principe actif, le glucomannan, l'ont réussi. C'est écrit sur le site de la Commission européenne. La vitamine C antioxydante est également autorisée, les margarines anti-cholestérol également, tout comme le calcium et la vitamine D pour la santé des os. Mais ces cas de figure, rassurants pour le consommateur, sont en fait une minorité. Nous voici au Puy-en-Velay, où est installé l'un des plus gros producteurs français de thé et infusion. Un produit sur deux, ici, promet la minceur, un ventre plat, un effet détox, relax, digestion ou zen. Au total, la marque met en avant 40 allégations. Alors sont-elles validées? En fait, les dossiers ont été déposés il y a déjà longtemps. Mais depuis des années, l'Europe considère qu'elle manque de preuves scientifiques pour trancher. Et les demandes ont été placées en attente. Et pourtant, ces allégations santé sont bien utilisées. Elles ne sont pas validées tout à fait, donc elles ne sont pas interdites non plus. Donc dans l'attente, elles sont tout à fait autorisées. La marque profite de cet entre-deux juridique pour utiliser en toute légalité ces allégations santé qui permettent de soutenir les ventes. Elle n'est pas la seule. Il y a plus de 2000 allégations santé en attente, dont profitent de nombreuses marques de thé et de tisane, mais aussi beaucoup de fabricants de compléments alimentaires. Une situation confuse
que dénonce l'association de consommateurs Foodwatch. Il y a peu, ses membres ont organisé une action à Bruxelles devant la Commission européenne pour qu'elle se prononce plus vite sur ces allégations santé. Car ce n'est pas qu'un simple problème de marketing. En les utilisant de manière abusive, certains entrepreneurs mettraient en danger la santé des consommateurs. Et voilà pour cet extrait d'un reportage complet que vous pourrez suivre samedi dans l'émission Tout compte fait de Julien Bugier. Avec Foodwatch, le magazine a enquêté sur ces allégations santé. On poursuit avec ce nouveau bilan sur la couverture Internet partout sur notre territoire. L'UFC Que Choisir publie son étude annuelle et révèle que 6,8 millions de Français sont toujours privés, je cite, d'un accès de qualité minimale à Internet. Les petits villages de moins de 1000 habitants sont les plus touchés. Alors, quels recours sont possibles? Ça, c'est Florence Griffon nous le dira. Ce sera juste après ce reportage à Saint-Clément-Rencoudré dans la Manche de Pas comme le Mat et Guy Sabin. Jean-Paul Brionne est le maire de Saint-Clément-Rencoudré. Il y a 7 ans, il avait promis aux habitants d'amener la fibre et le haut débit Internet, mais le constat est amer. Quand est-ce que va arriver le haut débit sur votre commune? C'est pas trop. Ça peut être... Moi, je pense qu'on a encore bien pour 1 an, 2 ans avant que ça arrive. Vous perdez pas trop patience quand même? Un petit peu. Impatient, comme les 600 habitants de la commune, obligés de se contenter d'un accès limité à Internet. Les premiers touchés, les commerçants du village. Au début, je jouais l'antenne avec mon TPE. C'est quoi un TPE? La machine à carte bancaire. Je ne captais rien du tout. J'étais obligée de faire l'antenne avec ma machine pour pouvoir capter, pour pouvoir travailler. Le nouveau boulanger s'est installé il y a 6 mois et lui aussi a constaté que du côté de ses connexions Internet, la situation ne fait qu'empirer. On était chez Bouygues, ça déconnait. On est parti chez Orange, malgré qu'on est pro, ça marche toujours pas mieux. La télé, ça n'arrête pas de bugger. On appelle le service client, ils veulent rien savoir. Pour eux, ça doit marcher, mais personne n'intervient, personne ne fait quoi que ce soit, à part prélever. Un peu plus loin, dans le garage de la commune, même constat. Il suffit d'ouvrir l'ordinateur, lancer une vidéo, et visiblement le débit n'est pas au rendez-vous. Un réel handicap pour ce professionnel. Nous, on est appelés de plus en plus à travailler avec ça, parce que maintenant, nos fournisseurs, c'est que des plateformes. Donc, on a des logiciels pour les pièces, donc on travaille sans arrêt avec ça. Et ça vous handicape dans le travail? Ah oui, ça nous handicape. Ça nous handicape beaucoup. Et puis, moi, ça m'inquiète, parce qu'en fait, j'arrive en fin de carrière, j'ai envie de revendre mon garage, et c'est quand même un moyen de communication qui est très important. Le maire garde espoir. Il a fait voter la rénovation des trottoirs et en dessous, tout est prêt pour installer enfin la fibre un jour. Et pour aller plus loin sur ce sujet, Florence Griffon est avec nous. Florence, dites-nous d'abord précisément quelles zones sont les moins bien couvertes. Eh bien évidemment, ce sont les zones rurales qui subissent le plus les effets de la fracture numérique. Regardez cette carte, voici les 10 départements les moins bien couverts. Près du tiers des habitants des communes de moins de 1000 habitants ne peut pas accéder à un Internet de qualité minimale. En clair, un Internet lent mais qui fonctionne. Et cela fait 6,8 millions de personnes. Quant au bon haut débit, eh bien, ce sont près de 13 millions de Français qui en sont privés. Alors justement, si on a chez soi un débit Internet trop lent, que peut-on faire? Alors d'abord, vous regardez votre contrat. Votre fournisseur d'accès s'engage à vous fournir un certain débit. Pour vérifier que vous en bénéficiez bien, il existe des tests. Cela s'appelle des speed tests. L'UFC Que Choisir en propose un qui est gratuit. Et donc, si le débit dont vous disposez est inférieur à celui que l'on vous a garanti, eh bien, vous pouvez exiger une réduction du prix de votre forfait et même des dommages et intérêts. Dernier conseil, un petit peu concret, on va dire, eh bien, si ça rame, eh bien, regardez la télévision plutôt via votre TNT. Cela vous permettra d'économiser votre connexion Internet. Merci beaucoup pour ces précieux conseils qui vont en aider beaucoup. On poursuit avec ce qui s'annonce comme l'événement culturel de l'année. À partir de samedi, pour 6 mois, vont être exposés à Paris 150 objets originaux issus du tombeau du célèbre pharaon Toutankhamon. Déjà 130 000 billets prévendus. On s'attend à une influence exceptionnelle car les Français se passionnent depuis toujours pour l'Égypte antique et pour ses merveilles. Les archives de la télévision témoignent de cette longue histoire d'amour. Voyez notre séquence mémoire d'écran sur l'Égyptomania, une passion pharaonique. C'est avec Valérie Gagé et Valérie Castel. Le Sphinx,
et les pyramides de Gizeh près du Caire. Le tombeau de Toutankhamon et son masque d'or dans la vallée des rois. Les colosses du temple d'Abou Simbel, taillés à même la roche. L'Égypte ancienne est une passion tricolore. Regarde les scènes de la bataille de Kadesh. Depuis des siècles, les Français s'enflamment devant l'œuvre pharaonique des Égyptiens. Splendide, vraiment. À pleurer presque. Ah ouais, moi franchement quand je suis arrivée, ça m'a vraiment chiffonné quoi. C'est incroyable, c'est indescriptible. Ceux qui n'ont pas la chance de voyager se consolent sous une autre pyramide, celle du musée du Louvre. Au département des antiquités égyptiennes, la magie opère dès l'enfance. Les écritures sont assez bizarres mais me plaisent. Et aussi les pharaons, aussi les pyramides et les pharaons, ils me plaisent beaucoup. Une partie du trésor du pharaon Toutankhamon, roi d'Égypte il y a environ 3500 ans, sera prochainement exposée à Paris. Pour trouver la source de cet engouement, il faut remonter à l'hiver 1966. Dans ces caisses, 32 pièces issues du trésor de Toutankhamon. C'est la première fois qu'elles sortent d'Égypte depuis 1922, date de la découverte du tombeau par 2 Britanniques, Howard Carter et Lord Carnarvon. Ce masque funéraire fait d'une seule feuille d'or, recouverte de pierres fines. En découvrant cet objet légendaire composé de 11 kilos d'or massif et de pierres semi-précieuses, certains visiteurs ont les larmes aux yeux. L'exposition inaugurée en février 1967 sera un succès sans précédent. 1 241 000 visiteurs en 6 mois et demi, record historique. Le général de Gaulle, qui semblait très captivé, a contemplé longuement le masque de Toutankhamon, s'exclamant « Tout cela est incroyable, prodigieux ». 5 ans après, même furie au musée du Louvre. On se bouscule pour apercevoir la pierre de Rosette. Nous avons réussi à écarter un peu la foule. Cette stèle gravée de 3 écritures a permis au Français Jean-François Champollion de percer le secret des hiéroglyphes en 1822. 8 ans plus tard, en signe de bonne entente, l'Égypte offrait à la France l'obélisque de Luxor, qui orne toujours la place de la Concorde à Paris. Savants et techniciens français ont toujours été très présents en Égypte, notamment au moment du sauvetage des monuments menacés d'engloutissement après la construction du barrage d'Assouan, comme ici les 2 temples d'Abou Simbel. L'UNESCO a choisi la solution la plus délicate mais la moins onéreuse, le découpage des temples en blocs de 20 à 30 tonnes. Ce chantier pharaonique entrepris en 1960 va durer 20 ans. Au total, 23 monuments seront découpés, transportés et remontés ailleurs. L'engagement des Français en Égypte se traduit de façon très concrète sur le terrain. C'est l'Institut géographique national, avec ses avions équipés d'appareils photo, qui effectue tous les relevés cartographiques nécessaires avant les travaux. Avec l'ancêtre de l'imprimante 3D, les Français réalisent aussi ces moulages, des copies à l'identique des œuvres à préserver. Dans le premier planning, il y avait 3 mois pour le trajet. Bon, puis après, on s'est dit que c'était trop large. Et puis finalement, on a refait ce qui était prévu au début. À Hamada, une équipe française a même déplacé un temple d'un seul tenant. Il a fallu le mettre sur des rails pour lui faire parcourir en 3 mois un trajet de 2,6 km. Vous n'avez pas été plus ému en déplaçant un sanctuaire vieux de 3500 ans, je crois. Vous n'avez pas été plus ému que pour un pavillon de banlieue à Châtillon ou à Bécon-les-Bruyères. C'est-à-dire que ça donne un certain côté prestigieux, l'unicité d'objets à transporter. La tendresse des Français pour l'Égypte ne s'est jamais démentie. Tandis qu'à Dijon, des enfants fabriquent des sarcophages, à Marseille, des adultes apprennent à décrypter les hiéroglyphes. De la patte de lion qui peut être dessinée. C'est une civilisation qui a vécu plusieurs milliers d'années. Quand on considère où on en est, nous, après 2000 ans, on se pose des tas de questions. Comment elle a pu subsister autant de temps? Et les hiéroglyphes sont là pour nous expliquer une bonne part des choses. En France, les romans de l'égyptologue Christian Jacques se vendent comme des petits pains. Plus de 3 millions d'exemplaires pour sa saga sur Ramsès. L'égyptomanien n'épargne pas les Français les plus illustres. Voici Jacques Chirac à Saqqara en 1996. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à Luxor en 2007. François Mitterrand, lui, était un client régulier de ce palace d'Assouan.
Et dernièrement, Emmanuel et Brigitte Macron ont visité les temples d'Abou Simbel. Tous ont fait le voyage au pays du Dieu Soleil. La passion des Français pour l'Égypte n'est pas près de décliner. Et parce que nous sommes aussi nombreux à avoir la passion des grands espaces, je vous propose de partir sur les pentes enneigées de l'Etna. Surprise, on peut skier sur le volcan. Évidemment, c'est unique au monde. Cette expérience, Alban Mikosi et Florence Crimon nous la font vivre. Le noir et le blanc, la neige et le feu. Dévaler les pentes de l'Etna, c'est profiter d'une géographie unique, de paysages bien éloignés des stations classiques de sports d'hiver. La montée du versant nord se fait en ski de randonnée. Elle est réservée aux vrais sportifs. Une progression longue, presque 1 heure, avec parfois un vent très puissant. Mais la récompense est au bout du chemin. Skier sur l'Etna, c'est quelque chose de vraiment unique. On voit que derrière nous, le cône du volcan fume. Nous sommes actuellement sur le cratère nord-est, à 3325 mètres d'altitude. Sur la ligne de crête, les cratères crachent en permanence des nuages de vapeur d'eau. Au sol, des arêtes pointues en lave séchée donnent une impression de danger. Mais en vérité, la montagne est plutôt accueillante. Le hors-piste est facilité par une neige compacte qui réduit le risque d'avalanche. 30 minutes plus bas, le domaine de Piano Provenzana. 11 km de piste plutôt facile, des rouges et des bleus, ouvertes de janvier à fin mars, rarement plus. Il fait déjà 20 degrés l'après-midi en Sicile. Le forfait journalier coûte 30 €. La station est fréquentée par une clientèle principalement locale. Venir sur l'Etna, c'est fabuleux. Nous venons d'à côté, de Messine. Mais monter sur ce volcan, c'est une émotion particulière, différente à chaque fois. Du ski sur l'Etna et des balades en raquettes. Ici, on part à la conquête des passages plus escarpés, plus sauvages du volcan. C'est un cratère jailli de rien qui se forme très rapidement. Et la chose extraordinaire est qu'il naît à partir d'un terrain plat. Ira D'Arrigo est guide de randonnée. Comme beaucoup de Siciliens, elle parle de la montagne comme d'une sorte de déesse qui communique ses émotions et régit la vie des hommes. Le volcan qui respire est comme une maman qui protège. Quand il est en éruption, tu le regardes de loin. Tu te maintiens à une distance respectable. Au détour d'un chemin, un ancien hôtel emporté par une coulée de lave rappelle qu'ici, rien n'est acquis pour toujours. Le sommet est en mouvement perpétuel. Parfois, une éruption majeure entraîne la fermeture du massif et évidemment de la petite station de ski. L'Etna demeure le plus actif de tous les volcans européens. Et des pentes de l'Etna, on s'envole vers le 4e jardin extraordinaire que nous souhaitons mettre à l'honneur cette semaine à l'heure du printemps. Nous sommes aujourd'hui en Thaïlande, à Pattaya, dans un site splendide, souvent classé dans le top 10 des plus beaux jardins au monde. Cette perle de l'Asie, nous la découvrons avec Arnaud Miguet, Justine Jankowski, Gaël Caron et Rin Girenouat. Au bord du golfe de Thaïlande, à Pattaya, il est un jardin extraordinaire. Un ou plutôt des jardins. Le parc s'étend sur 240 hectares. C'est un des lieux les plus insolites et enchanteurs d'Asie pour qui aime la botanique. Moderne, exotique, renaissance à la française, toutes les déclinaisons sont possibles ici, car toutes les plantes y trouvent racine. Il y en a pas moins de 19 000 variétés. Et tous les jours, pour les admirer, plus de 5000 visiteurs, ils viennent du monde entier, déambuler ou se photographier dans les allées. Il y a beaucoup plus de variétés que chez nous. Et beaucoup plus de couleurs. Il y a des plantes incroyables. Il y en a certaines comme un palmier que je n'avais jamais vu avant. Ce palmier ou cocotier, le voici. Le coco de mer. Il n'y en a plus que quelques centaines dans le monde. Originaire des Seychelles, c'est l'une des merveilles qu'Anders, le responsable du parc, a décidé de mettre sous clé
comme un trésor. C'est une espèce rare, très recherchée et très chère. Les graines peuvent se vendre 9 000 € l'unité. Il faut donc se protéger contre les vols. Ce fruit du cocotier est le plus gros de tout le règne végétal. Il peut peser entre 20 et 45 kilos et met jusqu'à 7 ans à pousser. Ça attire les convoitises de collectionneurs et d'artistes, mais aussi de gens qui les prennent en décoration à la maison. Dans la famille des palmiers, juste à côté, ce spécimen de 9 mètres de haut. Celui-ci est très spécial car il ne pousse qu'au Soudan, dans le désert normalement. Et il est en voie d'extinction. En Thaïlande, il y a beaucoup plus de pluie qu'en Afrique. Donc, pour protéger le tronc de l'humidité et de l'herbe, les racines sont sorties de terre. Les plus rares, les plus belles, les plus parfumées des espèces d'arbres ou de plantes. Comme ces frangipaniers. Anders va parfois les chercher au bout du monde. Cette fleur vient d'Amérique du Sud. On en trouve à Hawaï, mais il y en a beaucoup en Thaïlande et en Asie. En Thaïlande, on pratique souvent le croisement d'espèces qu'on revend ensuite dans le monde entier. Dans ces jardins thaïlandais, il y en a une dizaine. Propriété privée à 15 € l'entrée, pousse plus de la moitié des plantes de la planète. Et pour s'en occuper, une armada de jardiniers. Comme Taswan, 33 ans. Elle est cambodgienne, travaille ici depuis 1 an. 30 degrés à l'ombre, 60% d'humidité. Elle sort toujours bien couverte. On met autant de couches pour se protéger du soleil. Et surtout des branches et des ronces, ça peut faire mal. En tout, ils sont 5000 ouvriers agricoles. Gagnent 370 bahts, 10 € par jour, pour s'occuper de ces broméliacées, famille des ananas, et autres bananiers. C'est pas toujours facile. Il faut être précise quand on coupe les feuilles mortes. Mais j'adore travailler ici. Il y a des membres de ma famille et j'ai plein de copines. Le repropriétaire du domaine, c'est lui. Kampoun Tansacha, sécateur toujours à la main. Attentif et posé, le septuagénaire veut attirer toujours plus de monde sur ses terres. En fait, il s'est retrouvé là, un peu par hasard. Ingénieur de formation, il a changé de carrière vers 30 ans pour cultiver le rêve de sa mère, une riche commerçante. C'est maman qui m'a demandé de reprendre les jardins, et je l'ai fait. Quand une mère demande à son fils, le fils obéit. Je suis très fier de ce premier jardin créé par maman. Ce jardin renaissance sous les tropiques était la première pierre de ce parc, Nongnuch, du nom de sa créatrice, sa maman. Créé en 1980, il ne cesse aujourd'hui de pousser. Et pour finir, et tout en restant dans l'univers des jardins, voyez ces images des serres d'Auteuil à Paris. Ce matin, c'est là qu'a été inauguré le tout nouveau cours de Roland Garros, le Simone Mathieu, du nom de la championne française des années 30. Pour l'intégrer dans le paysage, une serre a été construite autour. Ce cours, les passionnés de tennis le découvriront avec le tournoi qui commencera le 26 mai et que vous pourrez suivre sur nos antennes. Tout de suite, c'est le journal météo de Valérie Maurice. À 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix. Puis ce sera la grande soirée de l'info. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain, 13h.